Aujourd'hui, Christophe Ondelat, vous nous avez raconté une affaire qui fait la une de l'actualité. Oui, je vous ai proposé aujourd'hui le deuxième volet de 2 émissions consacrées à Vincent Lambert, qui se trouve donc dans un état végétatif depuis 11 ans, dont le processus de fin de vie avait été engagé hier matin par les médecins, lequel a été suspendu hier soir par décision de justice. Hier, je vous ai raconté cette histoire vue par sa femme Rachel, qui demande l'euthanasie. Vous pouvez la retrouver d'ailleurs en podcast, entre autres sur europe1.fr. Et aujourd'hui, la même histoire racontée par sa mère Viviane, qui s'oppose à l'euthanasie, histoire que j'ai bâtie à partir de son livre paru chez Plomb, Pour la vie de mon fils. Et pour le débrief, j'ai invité Tugdual Derville de l'Alliance Vita, qui est une association catholique qui milite pour le respect de la vie, combat entre autres l'avortement et l'euthanasie. Alors, Tugdual Derville, je veux d'abord qu'on parle finalement du fond. On est d'accord, l'humanité se caractérise par la conscience. Les médecins disent que Vincent Lambert est dans un état de conscience minimale, et même maintenant dans un état dit végétatif. C'est-à-dire au fond qu'il ne pense pas. Dès lors, pourquoi vouloir maintenir coûte que coûte en vie un humain qui n'est pas complet puisqu'il ne pense pas ? Alors, je ne serais pas tout à fait d'accord avec votre définition de l'être humain. Il y a un mystère derrière nos existences, et spécifiquement derrière l'existence de ces personnes gravement cérébro-lésées, qui sont, et on l'a vu avec la façon dont vous avez relaté cette histoire en deux regards croisés, en respectant, je crois, tout l'amour que ces personnes portent pour Vincent Lambert, eh bien, on s'aperçoit qu'il a basculé dans des états différents, post-relationnels, c'est-à-dire avec une capacité d'expression, mais sans qu'on puisse comprendre ce qu'il dit, ou neurovégétatif, où il ne peut pas s'exprimer, mais ça ne veut pas dire qu'il n'a pas une conscience d'exister, qu'il ne se passe pas des choses. Et donc, les médecins sont incapables de dire ce qu'il ressent, simplement, il n'a pas la capacité de s'exprimer. Et ça dessine une personne très fragile. Il est très gravement handicapé, très gravement dépendant. Et donc l'enjeu, c'est de dire, ces personnes très gravement dépendantes comme lui, et comme quelques 1700 autres personnes, qui sont normalement en France soignées dans des établissements spécialisés, EVC-EPR, c'est-à-dire pour état végétatif chronique, état post-relationnel. Et j'étais encore à Reims dimanche avec des praticiens, des médecins qui disent, mais on a une place pour Vincent dans cet établissement spécialisé. Alors que les lits, Vincent est resté dans le même lit, il est passé d'un statut de lit EVC-EPR, mais qui est fictif en fait, avec les mêmes types de soignants, depuis 6 ans, il n'a plus les soins de kiné, vous l'avez dit, il n'a plus d'orthophonie, il n'a plus de mise au fauteuil, plus de sortie, il est enfermé à clé. Et donc, il ne faut pas s'étonner, et sa mère le dit, qu'il ait pu régresser. Mais quant à savoir ce qu'il pense, personne ne peut le dire. Absolument personne. La mère dit, il m'entend, il me voit. Les médecins disent, ça n'est pas possible. Moi, j'ai tendance à croire les scientifiques. Ils disent qu'à l'électroencéphalogramme, on perçoit qu'il n'entend pas, qu'il ne perçoit pas ce qui se passe dans le monde extérieur. Alors, j'ai entendu encore hier des personnes qui affirmaient qu'ils n'avaient pas d'activité cérébrale. C'est archi faux. J'ai encore eu ce matin le professeur Xavier Ducrot, neurologue, qui a examiné Vincent. Il dit on ne peut pas prétendre qu'il n'a pas d'activité cérébrale. Et donc, il y a aussi une chose que vous savez sans doute, c'est qu'en sortie de coma, très fréquemment, la personne qui est la plus à même de percevoir des choses, c'est la mère. Vous vous souvenez de l'affaire Vincent Imbert, c'était Marie Imbert qui avait perçu des choses que les soignants ne percevaient pas. Alors d'un côté, bien sûr, vive la médecine et vive la science, il faut objectiver les choses, mais d'un autre côté, lorsque ce sont des étrangers, entre guillemets, qui examinent une personne, eh bien, il ne réagit pas forcément comme il réagit avec sa mère. La sortie de coma ressemble à un enfantement. On retrouve des sensations de fusion, et d'ailleurs c'est tout l'enjeu, vous avez bien décrit, de présence d'une épouse, présence de la mère. Dans ces cas-là, la personne est comme un petit enfant qui retrouve des sensations jusqu'à un certain stade, un peu comme un petit bébé, avec des relations très particulières, et on le sait bien, les parents perçoivent, les mères en particulier, du fait de toute leur histoire personnelle et charnelle avec leur enfant, perçoivent des choses. Et ça, on ne peut pas interdire à Madame Lambert de percevoir des choses, et ça a été montré à certains moments, parce qu'il a fallu le prouver en montrant son visage, et il n'a rien de l'image que beaucoup de Français s'en faisaient. Qu'il imaginait bardé de tuyaux avec des machines. Il n'y a pas de machine, il y a juste une gastrostomie. Quand il est malade... C'est-à-dire un tout petit tuyau qui rentre dans l'estomac. C'est ça, exactement. C'est juste ce qu'il a. Et donc, il respire spontanément, il a un corps qui fonctionne. Et ce qui s'est passé hier et qui a été interrompu ce matin, c'est quoi ? C'est au fond d'arrêter cette alimentation et désormais cette hydratation
Pourquoi ? Pour détraquer son corps, pour détraquer ses reins, pour aboutir à un arrêt cardiaque, avec aussi éventuellement, si on sédate d'une manière exagérée, des lésions cérébrales. Et donc, il n'était pas en fin de vie, il était lourdement dépendant, on l'a mis en fin de vie. C'est quand même pas ça le rôle des soins palliatifs, n'est-ce pas ? Et puis après, heureusement, aujourd'hui, on a recommencé à hydrater et à alimenter Vincent Lambert. La loi Leonetti, qui organise la fin de vie dans notre pays, est basée notamment sur le consentement de l'intéressé. Et donc on s'est tourné vers Rachel Lambert, et elle affirme qu'elle a eu une conversation sur l'acharnement thérapeutique avec son mari, et que son mari lui a dit « Tu ne t'acharnes pas, tu demandes qu'on arrête le traitement ». Sa mère dit, je viens de le raconter, « Il ne m'en a jamais parlé, et Rachel ne m'en a jamais parlé non plus ». Mais ça ne veut pas dire que le consentement de Vincent Lambert n'a pas existé. Alors là, vous posez une bonne question, mais je dirais, nous sommes tous, normalement, en France, d'accord pour dire non à l'acharnement thérapeutique. Mais L'acharnement thérapeutique, bien sûr, c'est illégal. Nous nous battons dans les directives anticipées qu'on a publiées pour aider les personnes à les réaliser. On dit clairement ni acharnement thérapeutique, ou plus précisément soins disproportionnés, inutiles, ni euthanasie, mais soins palliatifs et accompagnement de la grande dépendance. Et donc ce chemin-là, eh bien, il est consensuel. Il a peut-être des choses plus précises, je ne sais pas, mais en tout cas, la plupart des personnes disent « je ne veux pas être bardé de tuyaux », etc. Mais la réalité, c'est qu'il ne l'est pas bardé de tuyaux. Et par ailleurs, alors c'est aussi une autre réalité qu'il faut bien entendre, nous ne voulons pas, aucun d'entre nous n'a envie d'être dans l'état de Vincent Lambert, nous ne le souhaitons pas. Et pour avoir accompagné beaucoup de personnes lourdement handicapées, j'ai découvert avec stupeur et aussi avec joie, je dirais, que bien des personnes porteuses de lourds handicaps ont trouvé des raisons de vivre dans les situations apparemment absurdes dans lesquelles elles vivent. Autrement dit, entre ce que je ressens aujourd'hui en bonne santé et ce que je ressentirais en mauvaise santé, il n'est pas certain que je sois capable de tout dire. Voilà pourquoi les directives anticipées, qui peuvent être écrites, méritent d'être révisées régulièrement dans une relation de confiance avec le soignant, avec ses proches, avec la personne de confiance, pour ne pas être pris au mot de choses qu'on aurait dit avant. Il y a bien des personnes qui ont témoigné, Angèle Diéby par exemple, une larme m'a sauvé, vous avez peut-être déjà... j'ai raconté son histoire ici. Oui, cette histoire. Donc tout le monde pensait qu'elle ne ressentait rien, qu'elle n'entendait rien, elle ressentait et elle entendait, et elle était heureuse qu'on ne prenne pas au mot des choses qu'elle aurait pu dire auparavant. Et donc il y a cette difficulté d'interprétation de choses qui n'ont pas été écrites, et aussi, bien sûr, d'interprétation de la situation actuelle de Vincent. Vincent Lambert aurait écrit, avant son accident, qu'il souhaitait dans le cas où il se trouverait dans un état végétatif, on ne s'acharne pas et on le laisse mourir. Vous auriez été favorable à ce qu'on respecte ça ? Nous sommes très favorables, je suis à titre personnel aussi, à ce qu'on respecte les personnes qui refusent un traitement. La question c'est, refuser un traitement, il faut être précis. Ça veut dire quel type de traitement ? Est-ce que, par exemple, si nous sommes accidentés, si je suis accidenté, j'espère pas, est-ce que j'accepte ou pas d'avoir une trachéotomie ? C'est très compliqué de le dire par avance. Donc, ces éléments extrêmement précis qu'on peut remplir, le plus souvent, on arrive à les remplir en situation où la perspective de ce traitement très spécifique advient. Notamment, est-ce qu'il était légitime de poser une gastrostomie, qui est un acte chirurgical très léger, mais quand même un acte chirurgical ? On peut le refuser. Vous connaissez des personnes, on en connaît, qui ont refusé la gastrostomie. Certains refusent la trachéotomie en disant si j'ai une maladie évolutive qui aboutit à une forme d'étouffement, eh bien je peux dire laissez-moi m'étouffer. Voilà, je peux dire au patient non, il ne va pas me laisser m'étouffer. Je peux dire pas de trachéotomie, mais par contre vous sédatez de telle sorte que je ne souffre pas, parce que les médecins ne vont pas laisser souffrir une personne. Autrement dit, c'est un rêve de penser qu'on peut protocoliser par avance toutes les possibilités qu'on aurait de mourir, pour vous comme pour moi. Mais par contre, il faut, au jour le jour, réajuster les choses, et effectivement, on a parfaitement le droit de refuser. Par exemple, une personne gravement cardiaque peut refuser qu'on lui fasse une intervention pour réparer un cœur qui est déjà trop fatigué, mais il y a aussi parfois des miracles de la médecine qui, en intervenant sur des situations qu'on croyait désespérées, permettent un retour à la bonne forme de personne. Je signale votre livre Tugdual d'Herville, que je n'ai pas encore cité, La bataille de l'euthanasie, enquête sur 7 affaires qui ont bouleversé la France, qui paraît aux éditions Salvator. Au nom de quoi, Tugdual d'Herville, l'opinion des parents devrait primer sur l'opinion de son épouse. On sait que Vincent Lambert, comme d'ailleurs une partie des autres enfants Lambert, était en butte contre l'éducation catholique, un peu dure, un peu raide de leurs parents. Au nom de quoi faudrait-il que la mère prime sur la femme ? C'est une bonne question. Je pense que... et j'y ai beaucoup réfléchi.
Je pense que la seule façon de s'en sortir par le haut, quand il y a ce conflit, c'est de privilégier celui qui est le protecteur naturel de la personne porteuse de ce lourd handicap, de cette immense dépendance. Ce que d'ailleurs Rachel a été de manière, je pense, héroïque, comme tant et tant de familles et d'épouses pendant longtemps. Oui, elle l'a été. Puis elle s'est découragée, comme beaucoup se découragent. Et là, eh bien, il y a un relais qui est apporté par les parents, après une histoire dont vous connaissez les détails et vous l'avez relatée. Eh bien, à un moment donné, celui qui est là, qui est prêt à accompagner, à aimer, comment pourrait-on accepter qu'on lui arrache la vie de celui qu'elle aime et pour lequel elle demande qu'il soit pris en charge par des établissements spécialisés qui sont prêts à le prendre en charge, je dirais même conformément à la loi, une circulaire de 2002 qui dit que ce genre de patient a besoin d'une mise au fauteuil, de kiné, de sortie, de ne pas être enfermé. Eh bien, sans doute est-ce le protecteur de proximité, qui dans certains cas peuvent être les parents, dans d'autres cas peut-être des amis ou des frères et sœurs, la personne de confiance si elle existe, ou l'épouse. Mais effectivement, quand il y a cette tension aujourd'hui apparemment inconciliable entre deux pôles, eh bien, est-ce que c'est pas le primat de la vie fragile qui doit l'emporter sur celui qui pousse à mettre en situation de fin de vie une personne qui n'est pas en fin de vie? On voit que le point de basculement de cette histoire, c'est ce moment où les parents ne sont, enfin la mère, puisque ça n'est pas le père, la mère n'est pas prévenue de l'arrêt des soins pendant 21 jours en 2013. Et à partir de là, dit Rachel dans le récit que j'ai fait hier, la mère semble être instrumentalisée par les organisations catholiques traditionnalistes. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à ça? Parce que de fait, à partir de ce moment-là, on voit un durcissement idéologique chez la mère. Bien, vous avez aussi entendu, et vous l'avez exprimé, que la façon dont Viviane Lambert est choquée qu'on l'identifie par une étiquette spirituelle qu'elle ne revendique pas pour elle-même. Et elle assume sa foi, mais ne la revendique pas. Et elle affirme aussi qu'elle agit comme toute mère aurait agi. Et j'étais à Reims dimanche, aux côtés d'un médecin spécialisé dans les états EVC-EPR qui n'a pas la foi de Viviane Lambert, mais qui me disait comme elle était choquée du traitement qui était infligé à ses yeux à Vincent Lambert depuis longtemps. Donc moi, je pense qu'il faudrait dépasser cette... je comprends qu'on veuille étiqueter les personnes, mais au fond, on ne le fait pas. Et c'est une manière de les respecter. Et je crois par contre, et vous l'avez aussi très bien dit, et je pense qu'on peut tous s'y reconnaître, si vous avez un enfant lourdement dépendant et hospitalisé, et que vous découvrez que dans votre dos, sans vous prévenir, pendant 21 jours, il n'est plus alimenté, comment restaurer la confiance dans l'établissement? Comment est-ce qu'on peut imaginer que Madame Lambert soit en confiance avec un lieu qui n'a cessé de revendiquer cet arrêt alors même qu'il a été fait? Le docteur Carrégher a eu le courage de dire qu'il avait eu tort et qu'il avait été maladroit, mais c'est quand même très lourd à porter ensuite pour les parents. On ne peut pas leur demander de faire confiance aux établissements, à un établissement qui leur a fait endurer cela. Merci Tugdual Derville. Je renvoie à votre livre La bataille de l'euthanasie qui paraît aux éditions Salvator.